Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette quatrième édition de notre forum Family Business. Pour celles et ceux qui étaient là, on a démarré cette aventure en 2020. On avait des masques à l'époque, vous vous en souvenez peut-être un peu. On avait fait ça à la Maison de la Radio dans un magnifique studio en direct pendant plusieurs heures. J'avais eu la chance d'animer avec Laurent, presque seul, cette magnifique édition qui a lancé le coup d'envoi, je crois, de ce qu'on a voulu appeler cette année la Family Nation, un peu par ironie et renvoyer un peu à la Startup Nation du président de la République. C'est vrai que c'est important. On ne peut pas dire à la tribune qu'on ne soutient pas la Startup Nation, puisque je vous invite également, vous savez que nous avons un concours de start-up chaque année, et qui cette année se déroulera le 1er avril, comme chaque année. Je crois que ça sera la 12e édition. Donc nous avons bien sûr un grand intérêt au développement des Startup Nation, mais la tribune, depuis toujours, je dirais, mais particulièrement depuis ces dernières années, c'est un journal qui s'intéresse à l'économie dans les territoires. On a voulu aller voir ce qui se passait dans les régions. On a un réseau unique de correspondants dans toutes les régions en France et on suit en particulier toutes ces entreprises, PME, ETI, familiales très souvent, qui passent souvent en dessous du radar, qui ne sont pas forcément les plus reconnues. Elles ne font pas toujours la une de tous les journaux. Mais nous, à la tribune, on en parle beaucoup. On essaye de les suivre parce qu'elles sont indispensables. C'est le Mittelstand français, comme on dit. Et elles sont trop peu nombreuses et souvent trop peu aimées. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, avec Family Co, avec le FBN France, qui sont à côté de moi, lancer cette série de forums qui permet d'échanger, qui permet de partager ensemble, qui permet de comprendre la modernité en fait de cette question des entreprises familiales qui sont dans le temps long, qui sont dans le capital patient. Alors, ce qu'on n'avait pas prévu, on aurait dû avoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ce matin. Alors, elle n'avait pas non plus prévu qu'il serait plus ministre, enfin probablement plus ministre ce soir. Alors, on comptait beaucoup sur lui. J'étais très content qu'il ait accepté ma proposition de venir. Il était d'ailleurs content de venir à l'époque, puisqu'il voulait vous parler un petit peu de ce qui était prévu d'être fait dans le budget, dans la suite, par ce gouvernement un peu éphémère, qui a quand même échappé à pas mal de bêtises. On va en parler. Ils n'ont pas supprimé le Dutreil. Ils ont évité un certain nombre de choses sur le crédit impôt recherche. Enfin, on pourra revenir sur la fiscalité avec vous. Et effectivement, on se retrouve dans une situation, je ne sais pas s'il faut parler de chaos, c'est peut-être, le mot est probablement excessif, parce que la France en a vu d'autres, même si ça fait quand même depuis 62 qu'on n'a pas vu un gouvernement tomber sur une motion de censure. Bon, à l'époque, on avait renommé Pompidou, je ne sais pas si le président de la République renommera M. Barnier. En tout cas, on est dans une situation un peu complexe et on va en parler pendant ces quelques minutes. Alors, je prends du temps parce que Étienne Klein, qui a raté son train, sera là dans pas longtemps avec Denis Lafay. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'allonger un peu le temps, comme M. Oui, Barnier bon, qui a on a essayé des de le choses à faire. dire. Mais on a quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors, après cette longue introduction, avec Laurent Allard, qui est l'associé des gérants de Family Co, notre partenaire, et avec Philippe Grodner, le président de FBN France, autre partenaire de cette édition. On va essayer peut-être de vous expliquer pourquoi cette quatrième édition est placée sous le vocable de Family Nation. Peut-être Laurent, quelques mots là-dessus. Merci Philippe, avec plaisir. Moi je suis ravi d'abord d'être à tes côtés et puis aux côtés de Philippe, côté de la tribune et du FBN France pour lancer cette quatrième édition. Cette quatrième année, c'est aussi une année de maturité et de changement. On a décidé de changer le format, de faire évoluer ce Family and Business Forum. Vous rappelez que l'année dernière, l'année d'avant, on avait tenu ce forum dans plusieurs villes en même temps parce que tu as parlé de ce qui se passe partout en France, de cette énergie portée par les family business partout en France. Et on a souhaité l'illustrer aussi avec le Family and Business Forum. Cette année, on a choisi de ne pas faire ça en simultané et de commencer ce qu'on a appelé le Tour de France de la Family Business Nation pour la matérialiser, cette Family Business Nation. Et donc on a commencé avec une très belle étape à Marseille, puis une très belle étape à Lyon, et on conclut ce mini Tour de France avec cette journée à Paris aujourd'hui. Il s'est dit plein de choses dans ces précédentes étapes. Notamment, tu faisais le parallèle entre Startup Nation, Family Business Nation. Dans ces deux étapes, on a appris à dire à parler Startup Nation
et Family Business Nation, avec l'idée qu'un dynamisme économique, nos sociétés globalement, nos écosystèmes seront portés par un ensemble de réalités différentes, un ensemble d'entreprises avec des réalités différentes. Aujourd'hui, déjà, je pense qu'il faut qu'on se dise ensemble qu'on est déjà une Family Business Nation. 68% des PME sont des entreprises familiales. 63% des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, sont des entreprises familiales. 60% des grands groupes sont des entreprises familiales. Un peu plus de 60% de l'emploi en France est porté par des entreprises familiales. Donc il est, je pense, peut-être temps de reconnaître toute cette place des family business et de donner vraiment sa dimension à la Family Business Nation. Alors peut-être Laurent aussi, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est quoi la particularité de ces entreprises familiales? Pourquoi elles sont si importantes? On parle souvent de ce capital patient, cet effet de génération, vous en suivez beaucoup. Cette question, on en parlera de transmission, mais c'est vrai que le sujet du passage des générations est quand même crucial. C'est des moments très importants dans les familles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Les aventures familiales sont des aventures au long cours. Et donc je vais rebondir aussi sur ton propos introductif. Tu parlais du climat actuel, du contexte dans lequel on évolue, de l'espèce de chaos qu'on sent poindre et qui se manifeste de plusieurs manières depuis quelques années. Dans l'entreprise familiale, il y a déjà un premier point, c'est qu'on sait passer les crises, parce que ça fait un moment qu'on passe des crises, et donc on est armé pour ça. Et donc tu parlais de capital patient. Dans capital patient, il y a aussi capacité de résilience, et donc capacité d'être des objets, des endroits, des organisations qui étayent des écosystèmes locaux. Donc capital patient, cette capacité à avoir une vision à long terme et à suivre un cap. J'étais avec un dirigeant hier qui me disait que lui avait construit le développement de son entreprise dans une succession de plans à 10 ans. Il ne raisonne pas à 3 ans, il ne raisonne pas à 5 ans, il raisonne à 10 ans. Donc il va en faire un, il en a fait un, il en a fait un deuxième, il en fait un troisième, et il sait aussi que va venir le temps de la transmission et qu'il ne fera pas le quatrième tout seul, et on parlera transmission avec Philippe juste après. Il y a dans les entreprises familiales une fibre très forte, une fibre de responsabilité. Et quand on parle aux actionnaires familiaux, c'est ce qui vient très vite. C'est cette responsabilité à porter un développement d'une entreprise qui a été originée il y a quelques temps et qui doit être transmis et porté pour les générations futures, aussi bien pour la famille que pour l'ensemble des foyers qui vivent grâce ou en lien avec ces aventures familiales. Je citerai 2 exemples très rapidement. Pour prendre des références très connues, on a les Hermès avec cette vision de long terme, une aventure de conviction. On a les Wendel, par exemple, 320 ans d'histoire, une aventure de résilience et de performance de manière alternative, mais ça montre comment ces entreprises savent rebondir et savent porter un projet de long terme. Je conclus ce petit mot avec une citation d'Éric de Seine que tu avais eu le plaisir d'interviewer lors du 2e Family and Business Forum, qui nous avait rapporté les propos de sa grand-mère au moment de la fin, qui disait dans ses derniers instants, « Vous savez, Hermès, c'est une terre. Beaucoup y voient une grande valeur financière, négligez-la et continuez à la travailler, à la cultiver, et elle vous le rendra. » Et je crois que cet état d'esprit porté par Éric de Seine, c'est celui qui anime un des grands nombres des participants qui sont là aujourd'hui pour parler de ces sujets d'entreprise familiale et qui montre cette identité, cette spécificité pour notre économie de ces organisations. C'est vrai que cette phrase d'Éric de Seine résonne particulièrement quand on voit qu'elle n'a pas forcément été écoutée par tous les actionnaires. Mais bon, c'est une autre histoire qu'on a pu se raconter. C'est vrai que c'était un très bon moment sur ce sujet Hermès. Alors, Philippe Grodner, peut-être pour prolonger, on a parlé du contexte politique, mais peut-être parler avec vous du contexte aussi économique dans lequel vivent les entreprises familiales en particulier, mais toutes les entreprises françaises. Bien sûr. Vous êtes vous-même dirigeant d'entreprise. Et on réentend parler aujourd'hui de désindustrialisation, alors qu'on espérait le contraire. On espérait justement que cette family nation, ces entreprises qui sont souvent industrielles sur tout le territoire, repartent à la conquête, notamment de notre industrie. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même, et légitimement, une vraie inquiétude, un décrochage aussi de la France, de l'Europe par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur l'urgence, finalement, qui n'est pas forcément suffisamment prise en compte de développer nos entreprises familiales? Alors, merci pour votre question, Philippe. Je vais bien sûr y répondre, mais pour ceux qui ne me connaissent pas,
juste deux minutes pour me présenter. Donc, je m'appelle Philippe Grodner, je suis le président du Family Business Network, qui est co-organisateur évidemment avec Family & Co depuis 4 ans, on vient d'en parler, et la tribune de ce bel événement. Le poids économique a été rappelé par Laurent, et tout ce qu'a dit Laurent, je n'ai absolument rien à ajouter, je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que moi je suis un ancien dirigeant d'entreprise familiale. Effectivement, je viens de transmettre mon entreprise qui est dans le domaine de la lingerie Simone Perel à la 3e génération, et je me consacre à cette belle association qui travaille aux côtés des familles entrepreneuriales sur les sujets essentiellement de gouvernance et de transmission. Alors, pour revenir spécifiquement à la question de Philippe, effectivement, la France est un peu le parent pauvre de l'Europe sur ces sujets-là. Et il y a un point que je peux juste rajouter dans les propos de Laurent, c'est que les entreprises familiales ont un autre atout, c'est celui de l'ancrage territorial. 2/3 des entreprises familiales sont en province et souvent font vivre des territoires. Et si, par le plus grand des hasards, une de ces entreprises, pour des raisons X ou Y, est vendue à un fonds d'investissement qui peut être basé à des milliers de kilomètres de là, bien, le souci de l'emploi et de maintien de l'activité sur le territoire ne sera forcément pas regardé de la même façon par le nouvel actionnaire que par la famille qui a possédé cette entreprise pendant des années. Donc, quand on parle de revitalisation des territoires, quand on nous dit qu'il faut faire de cette nation une nation ETI et doubler, je crois, le nombre des ETI en France, il faut déjà mettre en place un certain nombre de mesures qui permettraient de pérenniser ces entreprises. Alors, un seul chiffre, pour planter le décor très rapidement, nous avons par exemple 5200 ETI en France, dont la moitié sont familiales, c'est-à-dire environ 2500. 12 000 en Allemagne, 12 000, c'est le fameux Mittelstand dont Philippe parlait, 8 000 en Italie, 7 000 en Espagne. Cherchez l'erreur. Alors d'où vient-elle cette erreur ? Elle est historique, ça s'est fait sur une très longue période. Il y a bien sûr le sujet de la fiscalité, on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que la fiscalité en France pour les actionnaires familiaux a été pendant une très longue période très défavorable. On parlait de la famille Hermès et ils ont failli en être la victime. Mais aussi, je dirais, le manque de préparation, et c'est peut-être la question à laquelle on viendra tout de suite après, des familles sur les sujets de transmission intrafamiliale. Et je finirai sur ta question par une deuxième statistique. Moins de 20% des entreprises françaises font des transmissions intrafamiliales, alors que c'est plus de 50% en Allemagne et 70% en Italie. Vous voyez le gap qu'on a à combler et à travailler pour pérenniser nos entreprises qui ont tous les atouts qu'évoquait Laurent il y a un instant. Alors, on parlait de fiscalité, effectivement, le pacte Dutreil, bien sûr, en priorité. Aujourd'hui est maintenu, il n'a pas été, mais ça fait l'un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Pour ne pas prolonger trop sur la fiscalité, qui est un sujet bien connu, mais sur ce sujet de la transmission que vous évoquez, et qui va être réévoqué peut-être avec Denis et Étienne Klein, c'est cette question de la durée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à rester une entreprise familiale? Comment ça se prépare? C'est l'une des originalités de cette conférence que nous faisons. On entend beaucoup de témoignages et c'est toujours très intéressant parce que chaque cas est un peu unique. Alors, le Family Business Network a plus de 25 ans d'existence en France. Donc, on a quand même accompagné beaucoup de familles ou les aider à réfléchir à leur avenir sur le plan de la gouvernance interne. Car ce qu'il faut savoir, et effectivement, si on évacue le point de la fiscalité, c'est que souvent des entreprises disparaissent ou sont vendues pour des raisons de mésentente familiale. Et donc la cohésion du capital et sa vision à long terme, comme le disait Laurent, est très important. Et je dirais c'est le premier critère, où là, il faut travailler en amont. Nous considérons au FBN qu'il faut 5 à 10 ans, Philippe, pour préparer une transmission. Pourquoi ? Parce que préparer une transmission, c'est déjà instaurer un dialogue intergénérationnel qui n'existe pas toujours dans les familles, donc des seniors avec les juniors, savoir écouter les juniors qui ont des envies aujourd'hui, et il faut respecter leurs envies. Leurs envies peuvent être très éloignées du métier de l'entreprise. Donc ça veut dire aussi, dans la tête des dirigeants en place, savoir faire la part entre l'actionnariat
c'est-à-dire la détention du capital, et le pouvoir, c'est-à-dire qui seront les dirigeants de l'entreprise demain. Ceux qui ont les meilleures compétences, ceux qui ont l'envie, ceux qui ont la légitimité pour prendre la suite. C'est parfois compliqué parce que parfois il faut choisir. Eh ben Entre ceux qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui peuvent et ceux qui ne savent et ceux qui ne savent pas. D'où l'intérêt de construire en famille un certain nombre d'éléments, notamment la charte de famille, on ne va pas s'étendre là-dessus, qui permet de fixer des règles pour l'accès des jeunes générations au leadership. Et effectivement, cet accès des jeunes générations est un des gros sujets en France, parce qu'il faut savoir faire dans sa tête. Vous savez, dans les dîners en ville, on dit souvent, mon fils, ma fille ne veut pas reprendre l'entreprise, donc moi, j'ai bossé 40 ans, je vais la vendre, parce que finalement... Mais qu'est-ce qu'on appelle reprendre? Il faut faire cette distinction entre le capital et le pouvoir. Vous avez quand même aussi le cas du fondateur qui s'accroche, Aussi. parfois au-delà du raisonnable. Là-dessus, si je peux me permettre d'intervenir sur ce point-là, on a eu à Marseille un très très beau témoignage de Marcel Ragny, du groupe Ragny, qui est un dirigeant très engagé à l'UIMM par ailleurs, etc. Et lui disait, mais à l'hiver de votre vie professionnelle, n'ayez pas peur de transmettre, et quelle joie de voir ses enfants reprendre. Et donc dans un discours très dynamique autour de la transmission, l'enjeu clé, c'est de savoir accueillir la nouvelle génération pour tout ce qu'elle va apporter, de sortir d'une pure logique de transmission, de je donne, il reçoit, pour être dans une logique de composer un nouveau projet. Nous, on tient beaucoup au terme cogénérationnel, plus que trans ou intergénérationnel, cogénération, dans l'idée de faire les choses ensemble et de porter un projet durable. Et en faisant le lien avec ce que disait Philippe tout à l'heure, on voit, nous, effectivement, beaucoup de contextes différents. Family & Co, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est cabinet de conseil dédié à l'accompagnement des familles actionnaires sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués avec Philippe tout à l'heure. Juste sur ce point-là, en fait, on voit que 5 à 10 ans, c'est clé pour porter la transmission, mais c'est même beaucoup plus que ça. L'enjeu, c'est de se mettre dans une mentalité de transmission en continu pour être capable de porter une transmission de savoir-faire, de savoir-être, et puis bien sûr de capital, de pouvoir, mais ça s'inscrit dans le temps. Bien, mais merci à tous les deux. On va maintenant passer à la suite du programme avec Denis Lafay et Étienne Merci Klein. Philippe. Merci beaucoup. Philippe. Merci beaucoup.